Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions alors la nation Kanen'kehá:ka de leur hospitalité en ce territoire non cédé. Et donc, en solidarité avec les victimes de l'incident du 15 mars dernier à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la mairesse souhaiterait faire part de son souhait de s'exprimer sur ce sujet et de dédier la minute de silence à ces victimes. Madame la mairesse? Oui, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, de me donner le privilège de prendre la parole en début d'Assemblée. Bien sûr, on a tous et toutes été très touchés, affectés par ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande vendredi dernier. 50 personnes de profession musulmane, 50 personnes qui priaient, ont été froidement tuées, abattues. Et bien sûr, ce sont 50 victimes, mais on peut imaginer le nombre de familles affectées, toute une communauté, tout un pays. Et bien sûr, ça leur retentit jusqu'ici. Malheureusement, c'est ce genre de tragédie. On en a eu un exemple similaire à Québec il n'y a pas plus de 2 ans et ça peut se reproduire ailleurs. Et avant de prendre la minute de silence, je tiens à nous interpeller, nous tous et toutes, conseillers, conseillères de ville, d'arrondissement, nous les élus qui avons le privilège d'avoir un micro, le privilège d'avoir une tribune, le privilège d'être écoutés et entendus. Je nous invite à faire preuve de retenue, à faire preuve d'intelligence dans ces dossiers qui peuvent être tellement sensibles. Nous avons une responsabilité de participer de façon constructive au débat en société. Et ça, c'est un grand privilège et nous devons le prendre au sérieux. Alors, sur ce, je nous invite à une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont été tués, mais également des familles et des gens qui porteront des séquelles de ce drame incroyable. Merci. Alors, je nous invite à une minute de silence. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Également, à chaque début de conseil municipal, on prend le temps de souligner quelques célébrations internationales du mois de mars. Cette fois-ci, je prends le temps de souligner des journées qui sont déjà passées, mais qui sont importantes en ce mois de mars. Premièrement, le 8 mars dernier, nous soulignons la Journée internationale des femmes. Le 20 mars dernier, la Journée internationale de la francophonie, suivie du 21 mars, la Journée mondiale de la poésie. Et j'ai d'ailleurs des invités en lien avec la poésie à vous présenter tout à l'heure au balcon. Et également, le 21 mars dernier, la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le mois de mars a également été l'occasion de souligner des anniversaires au sein de notre conseil municipal. Alors, le 3 mars dernier, c'était la fête de Mme Fouma Gali. Le 16 mars, l'anniversaire de Mme De Ross. Le 28 mars, de M. Bissonnette. Et le 29 mars, Mme Gosselin. Joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes. Nous avons également l'honneur d'accueillir Monsieur le consul général du Japon au sein du balcon, Monsieur Osamu Izawa, accompagné de Monsieur Denis Baillargeon avec Madame Lucie Lavoie du Bureau de Relations internationales. Merci d'être parmi nous. Konnichiwa.
J'aimerais aussi saluer une présence toute particulière aujourd'hui au balcon. C'est ma consoeur de Québec, Madame Geneviève Hamelin, qui est présidente du conseil municipal de la Ville de Québec. Elle a été élue conseillère municipale une première fois en 2009, réélue en 2013 et en 2017. Et Madame Hamelin est présidente du conseil municipal et présidente de l'arrondissement de la cité de Limoilou. Et elle nous fait l'honneur de passer la journée avec nous, une belle opportunité pour s'inspirer d'une ville à l'autre, pour partager les meilleures pratiques sur la participation citoyenne notamment. Enfin, une délégation de Montréal s'était rendue à Québec pour découvrir les initiatives de leur ville et on espère aujourd'hui qu'elle retournera à Québec inspirée de ce que nous faisons ici à Montréal. Merci beaucoup d'être parmi nous, Madame Hamelin. Bonne journée. Aussi, comme vous le savez, eh bien, la commission de la présidence a débuté une nouvelle consultation publique sur la période de questions du public. Cette consultation a démarré la semaine dernière et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Comment améliorer cette période de questions du public, comment la rendre plus participative, plus inclusive. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer que cette consultation va être itinérante. On va se déplacer dans 4 organismes dans les prochains mois, et donc dans 4 arrondissements différents. Alors, les prochaines dates seront le 24 avril à l'organisme ALPA dans Hochelaga-Maisonneuve, le 30 avril au Cégep Saint-Laurent dans l'arrondissement Saint-Laurent, le 1er mai à la Bibliothèque interculturelle dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et finalement le 15 mai prochain au Y des femmes dans l'arrondissement Ville-Marie. Alors nous espérons vous voir en grand nombre. J'ai l'occasion d'être accompagnée de l'ensemble des commissaires de la commission de la présidence et j'espère que cela permettra d'améliorer cette période de questions qui nous tient tous et toutes à cœur. Finalement, comme l'année dernière, nous avons eu le bonheur d'accueillir les gagnants les gagnants, ces 2 hommes cette année, du concours 12 poèmes pour Montréal. Et c'est un concours auquel le bureau de la présidence participe à chaque année. Et donc, c'est un concours qui permet à des élèves de secondaire 4 et 5 d'écrire de la poésie cette année sur le thème de Montréal, rêver Montréal. Et donc, pour cette 5e édition, on travaille en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et avec l'organisme Poetry in Voice, les voix de la poésie. Et 12 poèmes sont exposés présentement au Conseil des arts de Montréal. Et on a l'honneur d'accueillir les 2 gagnants pour nous réciter leurs poèmes. Alors, j'aimerais sans plus tarder inviter les 2 gagnants à rentrer dans la salle du Conseil municipal, en commençant avec M. Lucas Giroux Gonçalves pour son poème Maternité urbaine. Il vient de l'école Eulalie du Rocher dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de la Commission scolaire de Montréal. À vous la parole. Bonjour. Ok, c'est ça. Je vais commencer. Toi, Montréal, à qui je dois tout, je suis le fruit de tes entrailles, et toi, comme ma mère, après tout, toujours dans mes pas, toujours derrière moi, pendant que je grandis en ton sein, dans ta cité, au creux de ta main. Recouvre mon regard de tes... Pardon, je suis désolé. Recouvre mon regard de tes... Oh, je suis désolée, j'ai un blanc. Non, c'est pas grave. Ok, c'est bon, je reprends. Okay, recouvre mon regard de tes... Oh, je m'excuse. Mais non, mais recouvre-moi de l'ombre de tes édifices, inonde mes pupilles de tes feux d'artifice, caresse mon regard de tes journées d'été, et puis glace-moi le sang de tes mois de janvier. Épie silencieuse mes conneries d'adolescent, chacun de mes recoulements ou bien chacun de mes tourments, qui chaque jour s'effrite davantage, avec un peu moins de vent, un peu moins de mirage. Je la remercie, celle qui m'éloigne de la froideur du linceul, et qui me murmure que je ne serai jamais seul, celle qui a assisté à hier, aujourd'hui, demain, celle avec qui j'aurais tout partagé, du début à la fin. Merci. I have the honor to welcome Mr. Chris Kwan for his poem Not a Dream de la Commission scolaire English Montreal. Mr. Kwan? Hello, my name is Chris, and I'll be reading Not a Dream. Tender's finger
Tender fingers exploring the frosty void. The hostile air deprives all life and movement. I reach to silence the 525 alarm with fatigue. Same old, same old. Finally, I motivate myself to journey into the bleak territory. I leap out of the warm covers that provides my refuge for the night and commence a race against time. It's me or the BMW. No, not the fancy rich person's snobby, luxurious automobile. I mean the famous bus, metro, walk. Sometimes the 168 or the 12 leave a minute or two too early. Sometimes the 168 or the 12 arrive a minute or two too late. Sometimes the 168 or the 12 don't come. I blame the plague of eternal ongoing construction. Today, I find shelter at the back of the bus. The noxious stench of hot air fills my nostrils. The occasional smoker's breath fills my lungs. I become oblivious to it all as I drift into unsurprisingly interrupted slumber. I open my eyes at certain moments just to see where I am. Open is the Bonaventure Expressway. Open is the International Civil Aviation Organization. Open is the Promenade Cathedrale. Oh look, there's a baby cone, brother cone, sister cone, mama cone, and papa cone. My imagination names them Edouard, Céline, Émile, Rosalie, and Félix. It's 6:32 and the next metro is in 3, at least on the Green Line at this time. Hoping there are no coach 900s, I remind myself I have 18 minutes to get to school. 6:46. Half walking, half running, I make it to the school corner. Every step I take, I'm closer to the 3-floored T-shaped construction called a school. I wait for the pedestrian green light. I begin counting the sequence of the lights. 20, 19, 18, 3, 2, 1. I cross diagonally, surprising all those unexpected drivers who thought they were next. Too bad it's West Mountain, that's how we roll. I stumble through the barrier separating the outside and inside of the school. The heated air meets my face, and I know I'm home. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Et puis, j'aimerais en profiter pour saluer une délégation au balcon qui a accompagné ces deux jeunes ici à l'Hôtel de Ville. Donc, premièrement, M. Jean-François Tremblay, conseiller pédagogique de français au secondaire de la Commission scolaire de Montréal, et M. François de Lacondemaine du Conseil des arts de Montréal. Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, bravo aux deux lauréats et puis je vous souhaite un excellent conseil municipal. Et pour démarrer, M. Miellé m'indique qu'il faut que je regarde mon téléphone, c'est ça? Okay. Alors, pour démarrer, on va commencer avec la période de questions des membres du Conseil. Monsieur le chef de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. J'attends que la mairesse reprenne sa place. Madame la Présidente, nous voulons faire part d'une grande inquiétude que nous avons sur le sort de Montréal International. Nous entendons de la part de gens qui sont près du dossier comme quoi Montréal International serait appelé à disparaître afin d'être réaligné à travers une nouvelle priorité dans Investissement Québec. Si elle s'avérait, cette décision du gouvernement serait un immense retour en arrière. Une époque où Montréal n'était pas considérée comme la métropole du Québec, mais plutôt comme une ville ou une région comme une autre. Année après année, Montréal International contribue à faire de la région métropolitaine un joueur majeur sur la scène internationale, attirant des entreprises dans différents domaines. Pas plus tard que le mois dernier, l'administration, Madame la mairesse en premier, faisait l'éloge des années records et des chiffres records de Montréal International. Ma question, Madame la Présidente, elle est fort simple. Est-ce que la mairesse peut s'engager aujourd'hui dans ce Conseil, comme quoi elle va se battre pour conserver Montréal International dans sa forme actuelle? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. En effet, Montréal International, on peut en être fier. C'est vraiment un partenaire de choix qui travaille bien sûr avec la Ville de Montréal, mais n'oublions pas que Montréal International est également lié à la CMM. Et ça, c'est un plus, parce que je le dis sur toutes les tribunes possibles, la grande région métropolitaine, on est en compétition avec d'autres grandes régions à travers le monde. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je m'engage à faire en sorte que Montréal, ainsi que la région métropolitaine, demeure la locomotive économique du Québec, ce qui est déjà le cas, mais il faut toujours continuer à promouvoir, à valoriser les forces de Montréal afin que dans le temps, parce qu'on est dans une belle période économique, mais même dans des temps plus difficiles, nous soyons toujours plus performants, plus résilients, et ça, je m'y engage. Merci. Merci, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. La réponse de Madame la mairesse est des moins rassurantes. Elle reconnaît un fait que Montréal International travaille non seulement pour la ville de Montréal, mais également pour toute la région métropolitaine. Elle a fait ses preuves. Pourquoi est-ce que la mairesse ne peut pas s'engager à s'assurer que le modèle qui a été développé par Montréal International, qui a été maintes fois reprise et copié par d'autres villes, notamment Toronto, entre autres, à quel point on a des chiffres records, pourquoi changer la gouvernance, pourquoi permettre à Montréal International d'être intégré comme une succursale d'Investissement Québec, au lieu de maintenir Montréal International avec sa gouvernance, avec ses leviers localement. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de le faire sans équivoque? Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je suis un peu dubitative devant la question du chef de l'opposition, puisqu'on semble dire la même chose, à savoir que la Ville de Montréal et la région métropolitaine doivent continuer de se démarquer et faire preuve de créativité et de toujours, encore une fois, s'assurer que nous demeurons une ville compétitive. Rappelons que Montréal est la ville qui a eu la plus forte croissance économique au Canada cette année. Donc, je comprends mal la question du chef de l'opposition, puisque pour nous, en collaboration avec le gouvernement du Québec, nous sommes toujours à la recherche de comment rendre toujours plus performants nos différents organismes. Je sais que de l'autre côté, le statu quo semble être un peu la position perpétuelle, ne jamais rien remettre en question, ne jamais être innovant, ne jamais penser à l'extérieur de la boîte. Mais vous savez quoi? Moi, je travaille main dans la main avec le gouvernement du Québec parce que nous sommes des partenaires. Et pour moi, s'il devait y avoir des changements, et je dis bien si, à ce moment-là, je serai partie prenante et je ferai valoir non seulement les intérêts de Montréal, mais ceux également de la communauté métropolitaine. Merci. Merci, Madame la mairesse. Avant de poursuivre, on vient de m'informer que nous avons aussi au balcon la présence de la consul générale d'Italie. Alors, Madame Silvia Constantini, merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, nous allons poursuivre avec la période de questions. Madame la leader de l'opposition, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, dans sa présentation du plan d'action Vision Zéro, l'administration n'a pas inclus le bilan des piétons décédés pour l'année 2018, soit 17 piétons, ce qui fait de l'année 2018 l'année la plus meurtrière depuis 2013. C'est plutôt étonnant quand on sait que Mme la mairesse, alors candidate en 2017, avait déclaré, et je cite, « On connaît les endroits problématiques, on connaît les solutions pour éviter des drames, il est temps de passer à l'action. » Fin de la citation. Nous voici maintenant 18 mois plus tard. Que peut-on dire du plan d'action Vision Zéro? Des engagements qui ne sont pas exactement des actions, des recommandations qui sont des prémices plutôt à un vrai plan. Par exemple, on y retrouve développer une culture d'imputabilité collective, porter une attention particulière aux 9 scénarios des collisions les plus récurrents, déterminer les cibles à atteindre et se doter d'outils d'évaluation. Madame la Présidente, ce ne sont pas des actions, ce sont de simples prémices à toute bonne politique. On n'y trouve rien dans le plan d'action Vision Zéro sur la sécurisation des intersections réputées dangereuses. On n'y trouve rien sur la présence accrue des brigadiers scolaires. On n'y retrouve rien sur l'utilisation des cadets pour sécuriser les chantiers de construction. Alors, question, Madame la Présidente, pour Madame la mairesse, est-ce que l'administration est prête à revoir son plan d'action en y incluant ces 3 mesures concrètes
afin d'offrir aux Montréalais un plan d'action qui est ambitieux, qui est ciblé, comme le fait Toronto. Merci, Madame la leader. Monsieur Caldwell? Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la leader de l'opposition, pour votre question. Il y aura, et ça fait partie de la gouvernance du plan d'action Vision Zéro, une reddition de compte complète avec des données ouvertes, et c'est à la base de l'efficacité de Vision Zéro, le partage des données sur la réalité du bilan routier montréalais. D'ailleurs, cet automne, on publiera notre premier bilan routier montréalais, et le défi est d'intégrer l'ensemble des données du réseau de la santé, de la police, de nos inspecteurs en arrondissement à la ville. Donc, ce bilan, cette froide analyse sur l'état de notre réseau routier, elle sera plus complète qu'elle ne l'a jamais été. Et d'ailleurs, il y avait dans votre prémisse le fait qu'on n'en parlait pas. Vous m'avez visiblement pas écouté lors de mon intervention au comité exécutif où je disais l'an passé, il y a eu 24 décès, c'est 24 de trop. Et il y a effectivement eu une année difficile au niveau du bilan routier. Quant à ce qui est le plus efficace, les actions les plus efficaces, vous nous invitez, Madame la leader de l'opposition, à des actions efficaces. Bien, alors que le plan d'action, que le plan Vision Zéro n'était avant que des communications, qu'une planification où on repoussait dans le temps l'ensemble des interventions, là, il y a un partage du fardeau et de la responsabilité de tous les acteurs. Parce que lorsqu'on veut intervenir, les actions que vous nous avez données, elles sont complémentaires. Et oui, on s'y engage. Il y a un travail qui est fait pour les brigadiers scolaires. Il y a un travail de sécurisation des intersections. Et il y a un partage du fardeau avec l'ensemble des utilisateurs et des planificateurs du réseau routier. Parce que ce n'est pas pris individuellement que ces actions feront la différence, mais c'est en les combinant. Merci, M. Caldwell. Alors, je vais prendre les questions de l'ensemble des membres du Conseil dans... Oui. Ah oui, excusez-moi. Madame la leader. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'entends la réponse de mon collègue Caldwell. Malheureusement, ce qu'on constate avec le plan d'action présentement, c'est qu'il n'y a pas de cible comme telle, il n'y a pas d'outils d'évaluation et de budget. Alors, ce sont des signes d'imputabilité, ce que ne démontre pas le plan présentement. Et Madame la Présidente, nous avons constaté qu'il y a eu déjà 3 décès de piétons depuis le début de l'année 2019 sur nos routes. Malheureusement, il y a 2 semaines, une septuagénaire pas très loin d'ici qui a été fauchée par un camion. On sait que la présence de camions et de véhicules lourds est un enjeu de taille pour la sécurité des piétons et des cyclistes. D'ailleurs, cela est ressorti comme une des 3 thématiques urgentes lors des activités consultatives du premier sommet des partenaires de novembre 2018. Alors, Madame la Présidente, est-ce que Madame la mairesse ou Monsieur Caldwell peuvent nous dire ce qu'ils comptent faire concrètement pour s'attaquer à la présence des poids lourds sur notre réseau routier afin d'améliorer la sécurité de nos citoyens? Merci, Madame la leader. Monsieur Caldwell, à vous la parole. Il n'y a pas, j'ai cru comprendre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget. Il y a une équipe dédiée de 7 professionnels, c'est annoncé dans le dernier budget de fonctionnement, pour faire le suivi Vision Zéro. Il y a eu au dernier PTI la révision des programmes, c'est-à-dire qu'on intègre la Vision Zéro et les préoccupations d'aménagement dans l'ensemble de nos interventions. Pas qu'aux intersections problématiques, mais on arrive à prévenir les accidents avant qu'ils ne surviennent dans l'ensemble de nos travaux. Aussi, au PTI, programme de sécurisation des abords des écoles et, bien entendu, l'ensemble des actions sur la place des poids lourds. On s'alimente de la réflexion qui a été faite par la commission, alors présidée par le maire Bissonnette, sur la cohabitation des véhicules lourds des usagers vulnérables. Il y a plusieurs actions qui sont en cours. Elles sont d'ailleurs détaillées dans le plan d'action. Il y a la stratégie sur la barre latérale. Il y a intégré au sein de la gouvernance Vision Zéro, les corps publics qui sont capables d'amener une évolution réglementaire quant aux équipements sur les camions. Transport Canada fait partie de Vision Zéro. On sait qu'à terme, dans notre capacité à faire évoluer le monde du camion, il y a aussi, ça prend rendez-vous Transport Canada, il y a l'ensemble des usagers, les piétons, les camionneurs. En conclusion, les actions sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Merci beaucoup, M. Caldwell. Alors, maintenant est le vrai temps pour ouvrir la période de questions à l'ensemble des membres du Conseil. Dans 3, 2, 1. M. Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente.
Madame la Présidente, l'administration s'apprête d'ici quelques semaines à augmenter pour une deuxième fois les constats d'infractions liées au stationnement lors du prochain règlement municipal. C'est un prochain règlement le mois prochain. On l'a en avis de motion cette semaine. Ma question est fort simple. Comment l'administration justifie-t-elle une augmentation depuis 2017 de l'ordre de 47 si les constats sont passés de 52 $ à 78 $, on parle de 47 de majoration. N'est-ce pas là une façon détournée d'augmenter les taxes des Montréalais? C'est de l'acharnement auprès des automobilistes qui sont pris avec un constat d'infraction. Merci, M. Miele. M. Caldwell, à vous la parole. Je remercie M. Miele d'avoir dit constat d'infraction 4 ou 5 fois dans son intervention parce que l'objet de la modification ici, c'est sur les constats d'infraction. Ce n'est pas une taxe déguisée, ce n'est pas un frais, c'est des constats d'infraction. Ces infractions-là sont lourdes de conséquences sur notre capacité comme ville à avoir des opérations d'entretien, sur le déneigement aussi, et pour certaines, vous savez, l'an passé, et je crois que vous étiez d'accord, on a beaucoup augmenté aussi les infractions de gens stationnant devant les débarcadères de personnes handicapées, les débarcadères accessibilité universelle. Cette année, on donne un tour de roue supplémentaire pour les voies réservées. Donc, il s'agit là de constats d'infraction et on aura l'occasion d'en faire le débat le mois prochain, en cette enceinte. Merci, M. Caldwell. M. Miele? Parlons-en des personnes à mobilité réduite, parce que le règlement que l'on a devant nous va plus que doubler le constat d'infraction pour une personne qui peut s'immobiliser. On ne parle même pas de quelqu'un qui va se stationner dans une voie réservée, dans une piste cyclable, mais on parle de l'immobilisation qui ne serait aucunement tolérée. On passerait d'un constat d'infraction de 150 à 302 $. Alors, une personne à mobilité réduite, monsieur le responsable du transport, je vous donne l'exemple suivant. Il y a une piste cyclable qui est juste devant une résidence de personne qui est à mobilité réduite. Cette personne-là a une piste cyclable, un trottoir, aucune entrée charretière, aucune entrée véhiculaire. Le transport adapté ou quiconque viendrait raccompagner cette personne-là ou quiconque est en besoin d'avoir un accompagnement devant chez lui, cette personne-là s'expose à une contravention qui va doubler de 150 $ à 302 $ pour venir faire, pour être un aidant naturel, monsieur le responsable du transport. Ma question, ne considère-t-on pas que c'est abusif de passer de 150 $ à 302 $ pour être un aidant naturel, Madame la Présidente? Merci, M. Miele. M. Caldwell, à vous la parole. J'essaie de faire un cheminement logique. Est-ce que M. Miele est en train de prétendre qu'il ne serait pas abusif d'avoir donc un constat d'infraction de 150 $ dans de telles circonstances, mais qu'à 300, à 150, ce serait un droit monnayable, mais pas à 300 $? M. Miele, on va laisser M. Caldwell répondre. Comme ville, vous avez raison, M. Miele, de dire que comme ville, on doit bien planifier l'ensemble de nos infrastructures, des débarcadères, des zones d'arrêt, de nos opérations pour le transport adapté, les débarcadères de personnes à mobilité réduite. C'est un constat qu'on partage, une préoccupation qu'on partage. Mais là, franchement, de taguer la hausse du coût des constats sur cet enjeu-là, c'est tout simplement faire fausse route. Merci, M. Caldwell. Je vais reconnaître la parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons tous été choqués lorsque nous avons vu cette vidéo au métro de Montréal, une vidéo qui a été captée à la station Villa Maria, qui montrait un jeune citoyen montréalais, couleur noire, gisant au sol et se faisant frapper à coups de matraque par des inspecteurs de la Société de transport de Montréal, STM. Suite à cet incident, notre formation politique, avec M. Rotron et une demi-douzaine d'organismes, ont réclamé enquête indépendante sur l'incident. En plus de la création d'un organe de surveillance civile indépendant chargé d'entendre les plaintes contre les agents de la STM. L'administration a été très timide dans sa réponse.
La mairesse, Mme Valérie Plante, a toutefois répondu en disant qu'elle n'était pas opposée à une enquête indépendante. Le président de la STM a même parlé de la possibilité d'un changement de statut pour ses inspecteurs, ce qui le rendait imputable devant le commissaire à la déontologie policière. Nous savons très bien, Madame la Présidente, que cette administration aime bien les exercices de relations publiques. Est-ce que cette ouverture de la mairesse et du président de la STM était sincère? Si oui, que prévoit-elle faire d'une manière concrète dans les prochaines semaines? Merci. Merci, M. Sari. La parole à M. Sauvé. Merci beaucoup pour la question, M. Sari. Effectivement, quand on voit des telles vidéos, c'est très choquant. On n'aime pas voir ça. Moi, je déteste la violence. Je pense que tout le monde dans la salle, on n'aime pas voir ça non plus. Il y a un incident qui a été rapporté, il y en a plusieurs. Puis, effectivement, la mairesse a exprimé qu'elle était ouverte de telles enquêtes indépendantes, mais je peux vous dire que ce dossier va être ramené au prochain CA de l'STM, pour un. Et pour deux, on est intéressé de créer un comité de vigie avec des partenaires de plusieurs groupes communautaires, minorités visuelles, visibles, culturelles à Montréal, pour avoir un lien permanent pour discuter de ces enjeux-là. Donc, effectivement, on veut regarder ça à l'STM, puis c'est sérieux pour nous aussi. Merci. M. Sari. Je l'espère que c'est sérieux. Merci pour votre réponse. Mais on se cherche avec cette question-là, Madame la Présidente, c'est surtout un engagement. Cet incident a aussi fait ressortir quelques phénomènes, notamment le phénomène du profilage racial à différents angles qu'on peut avoir vraiment au niveau des services à la ville de Montréal et notamment à la STM. Même si M. Schnopp minimise ce problème-là, il existe vraiment, selon différents groupes antiracistes qui ont appuyé notre demande. Vraiment, il existe d'une manière factuelle, de manière de perception, ça existe. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément d'engagement qu'on cherche. Cette administration-là, comme je l'ai dit dans la première partie de ma question, aime ça vraiment les exercices de relations publiques. On a vu ce qui s'est arrivé avec les caméras portatives, on voit le rapport sur le profilage racial. Ma question maintenant, plutôt que simplement affirmer que le protocole a été respecté, il faut respecter l'humain avant le protocole. Qu'est-ce que l'administration et la Société de transport de Montréal peuvent s'engager, je dis bien s'engager, d'une manière ferme à faire mieux et s'asseoir avec des groupes pour entendre leur point de vue? Merci. Merci, M. Sari. M. Sauvé, à vous la parole. Effectivement, merci beaucoup encore pour la question, M. Sari. On n'a jamais nié qu'il y avait ce problème dans notre société civile, le profilage racial politique. Là, on a un engagement. Le système s'engage de faire mieux. On va créer ce comité de vigie avec plusieurs groupes, comme j'ai dit, minorités ethniques, visibles, groupes autochtones, groupes en sécurité de femmes, groupes de ressources aux personnes itinérantes. On va être là, on va faire ce travail-là. Dans un court terme, on parle d'un comité de vigie, donc peut-être qu'il y a d'autres étapes à prendre après ça, mais on va faire ce travail de façon très sérieuse. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole à M. Rotran. Merci, Madame la Présidente. Mes questions aujourd'hui touchent la mobilité et je commence avec une question à M. Craig Sauvé. J'aimerais que notre collègue fasse le point sur la situation avec les autobus hybrides de la STM de vendredi dernier. Je comprends qu'il y a un problème de servo-direction et que tous les autobus hybrides, pas seulement de la STM, mais toutes les 9 sociétés de transport au Québec, et même ressenti à Toronto, à retirer leur autobus hybride. Ça a touché plus que 600 autobus. Les autres 8 à Québec et Toronto ont leur autobus hybride en service, mais le STM a annoncé ce matin que aujourd'hui, il y a seulement 1200 autobus sur la route, c'est-à-dire 34% de la flotte n'est pas en service, et concernant les hybrides, 33% ne sont pas en service. J'aimerais savoir de M. Sauvé, pourquoi les autres 8 sociétés étaient capables de remettre en service leur autobus hybride et le STM n'était pas capable? Deuxièmement, pourquoi depuis décembre dernier, le STM a le pire moyenne distance bon fonctionnement, c'est-à-dire la moyenne distance entre deux pannes de leur autobus de tous les grands transporteurs au Canada? Merci, M. Rotran. M. Sauvé, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, on va faire le point rapidement sur
vous semblez vouloir mentionner bus hybride. On parle d'un système de cerveau-direction, donc le volant qui n'a rien à voir avec le moteur. Donc peut-être vous voulez dire ça parce qu'il y avait des choses soulevées dans les médias, parfois par vous. Vous étiez un grand fan des autobus hybrides. J'ai plein de quotes que vous avez appuyé les autobus hybrides dans le passé, M. Rotrand. Mais effectivement, c'est un grand problème. C'était en urgence jeudi soir que Novabus nous a informé, tous les 9 opérateurs des autobus de la TUC au Québec, qui avaient un problème avec les autobus de cerveau-direction. Donc, tout de suite, tous les opérateurs sont allés au travail sérieux pour corriger ces problèmes-là. Le taux de la STM, on a mis 181 autobus en service de toutes ces 280. Ils sont déjà en service. On travaille déjà sur les autres. On a un taux semblable avec les autres sociétés de transport autour du Québec. Aussi, il faut des conditions différentes par autobus. Certainement, c'est pas Lévis et Montréal, c'est 2 systèmes différents. En termes de qu'est-ce qui est le réseau de transport. Donc, il ne faut pas comparer les pommes avec des oranges. Mais on travaille très fort. Il y a d'autres pièces qu'on va rentrer cette semaine. On va pouvoir bientôt remettre tous les autobus sur la route. Donc, on est très optimiste là-dessus, mais on travaille de façon très sérieuse parce que c'est une question de sécurité pour nos usagers. Merci, M. Sauvé. M. Rotrand, votre question supplémentaire? Merci. Je reviens à M. Sauvé. J'avais l'intention de poser une question à M. Caldwell, mais juste pour comprendre, le STM a besoin de 1425 autobus sur la route pour livrer le service planifié, l'heure de pointe. Et depuis le 1er décembre, ils n'ont jamais réussi de l'avoir. Si j'ai bien compris, le STM a dit que c'est la faute des syndicats, ralentissement, mais il y a une entente maintenant. Donc, ça ne tient pas comme excuse ou argument pour le STM. Si j'ai bien compris, M. Sauvé dit qu'il y a un certain manque des pièces. J'aimerais qu'il explique ça un peu plus. Il n'y a pas un autre transport au Canada qui a le problème de la STM actuellement et que la STM avait depuis le 1er décembre dernier. J'aimerais que M. Sauvé explique si le système just in time de notre approvisionnement a créé une situation où il y a un manque de pièces pour réparer les autobus qui étaient retirés vendredi dernier. M. Rotrand. Merci. M. Sauvé. Sur les câbles d'alimentation pour le système de cerveau-direction, les pièces, Novabus n'en a pas, on a commandé des pièces. Donc, ça, c'est beaucoup de pièces dans une shot, c'est 280 autobus qui étaient questionnés. Il y a plusieurs qui sont dans le garage parce qu'il manque des pièces, là, c'est des remplacements. Sur la question de problématique avec de sortir les autobus, c'est pas une question de qui blâme qui. Le tribunal administratif de travail a statué qu'il y avait des ralentissements de travail, puis ça a beaucoup affecté. Puis vous savez plus que moi, vous étiez là 16 ans à l'STM, que les retards en travail, ça ne se règle pas dans un jour ni une semaine, ça prend des semaines. Donc, on travaille là-dessus, puis on met à la part pour faire tout ce qu'on peut. On a des solutions parfois créatives, mais on va y rendre, puis le service que les Montréalais vont avoir avec nous, ça va être un très bon service et on va rétablir ça bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole à Mme Rossi. Alors, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il me semble qu'une administration responsable doit savoir prendre, dans des cas de sujets sensibles, des décisions avec doigté. Alors, c'est exactement ce qui ne s'est pas passé ici la semaine dernière, sur la question, bien entendu, du crucifix. L'administration s'est clairement engagée sur un sentier sinueux, là où le dialogue aurait dû et aurait été de bien meilleur goût. Qui a été prévenu que le crucifix allait être enlevé? Personne. C'est vrai, après tout, le crucifix, ça regarde juste Projet Montréal. Pas l'ensemble des élus, non. Projet Montréal, c'est bien connu. Puis, ça ne regarde pas absolument pas les Montréalais, les Montréalaises. Pourtant, dans les années 80, c'est bien par le Conseil de Montréal qu'on a aboli la prière qui débutait le Conseil municipal. C'est totalement irresponsable de la part de l'administration. Une telle décision, ça ne se prend pas sur un coup de tête. Projet Montréal devrait au contraire commencer un processus délibératif au Conseil de ville afin que les 48 % de Montréalaises et Montréalais qui n'ont pas voté pour eux, qui ont voté pour nous, l'opposition, qui ont voté pour les conseillers indépendants, en conclusion, Mme Rossi, à travers nos voix, aient le droit de parole.
minimalement, il aurait dû mandater la commission de la présidence. En conclusion, Madame. Alors, est-ce que la mairesse peut nous expliquer pourquoi une décision aussi importante a été prise par une poignée d'élus, et je dis bien par une poignée d'élus, qui siègent au comité exécutif? Merci, Madame Rossi. La parole à Madame Lavigne-Lalonde. Merci. Écoutez, je pense que nos explications ont été très, très, très claires sur la raison qui nous a poussés à prendre cette décision-là. Il n'y a pas du tout eu de coup de tête. C'était une décision qui était tout à fait rationnelle, qui était expliquée. On n'a pas travaillé tout seul au comité exécutif, on a travaillé avec le bureau de la présidence, avec le service de la culture pour voir comment on allait mettre en valeur cet élément-là. C'est un élément très important, on le mentionne. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte dans lequel il a été posé en 1937 et que nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'un symbole religieux pour nous guider dans nos prises de décision. L'institution, elle est laïque et ce n'est pas Projet Montréal qui a décidé ça. Les institutions démocratiques sont des lieux où on prend des décisions laïques qui doivent s'adresser à l'ensemble de la population montréalaise. Puis à ce que je sache, tout le monde dans cette enceinte est d'accord avec le fait que les institutions doivent être laïques et doivent être ouvertes à l'ensemble des Montréalais, Montréalaises. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a pris la décision. Le crucifix qui est derrière moi, il y a très peu de gens qui le voient, parce qu'il est derrière nous, il y a la présidente qui peut le voir. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le mettre en valeur pour donner la chance à tous les Montréalais, Montréalaises, aux élus, quand ils rentrent dans l'hôtel de ville, de pouvoir voir ce symbole, voir la place qu'il a jouée dans notre histoire. Et c'est ça qu'on va faire. Et ça, on a besoin des années qui s'en viennent pour pouvoir bien travailler ça, parce qu'on ne veut pas simplement l'accrocher sur un mur. On veut qu'il soit bien exposé, et ça prend du temps à faire. Vous le savez, vous étiez responsable de la culture, on ne monte pas une exposition en claquant des doigts. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Madame Rossi, votre question complémentaire? Je crois que l'administration n'a pas bien compris mon intervention. Ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que lors de la dernière élection, je pense que la mairesse s'est targuée de dire qu'elle consulterait. Tout le long de l'élection, nous, on va consulter, nous, on va consulter. Alors, il va falloir que Projet Montréal s'y fasse. Le pluralisme, ce n'est pas juste un slogan qu'on se sert quand on est dans l'opposition. C'est une manière de faire de la politique quand on arrive au pouvoir. Il n'y a pas eu de consultation. Vous avez pris pour acquis que nous et que nos citoyens étaient d'accord avec votre décision. Ça, vous l'avez pris pour acquis. Personne n'en a discuté, même pas la commission de la présidence. Alors, est-ce que Projet Montréal peut s'engager à consulter à l'avenir l'ensemble de la Chambre dans ce genre de décision? Et est-ce que l'administration peut arrêter de faire ce genre de centralisation à outrance? Merci, Mme Rossi. Mme Lavigne-Lalonde. Je trouve ça très drôle parce que quand on prend des décisions, on nous dit « vous auriez dû consulter », puis quand on consulte, vous nous dites « ça prend trop de temps, ça prend des actions, tout de suite ». C'est dur à suivre. Sincèrement, là, j'aimerais vous rappeler, vous avez cité des éléments de 1987. En 1987, oui, il y avait eu une décision de remplacer la prière par une minute de silence. Je vous rappellerai qu'en 1992, il y avait une décision qui avait été prise de retirer le crucifix aussi. Mais, quand il allait avoir des travaux. Finalement, il est resté là. Cette décision-là avait quand même été prise. Donc, je veux dire, il y a eu des moments dans l'histoire où on a pu discuter de ces enjeux-là. À un moment donné aussi, il faut prendre une décision. Puis aujourd'hui, on ne vient pas en affront à qui que ce soit. On prend une décision pour respecter le caractère laïque de notre institution. C'est ça qu'on vient faire. Et pour mettre en valeur une partie importante de notre histoire. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et nous n'étions pas tenus de consulter les élus. Nous n'étions pas tenus de faire une consultation publique là-dessus. Des fois, il faut prendre des décisions et nous sommes sincèrement confiants que nous avons pris la meilleure décision pour assurer la laïcité de cette institution. Point. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Alors, ceci met fin à la première période de questions des membres du Conseil. Madame la leader de l'opposition. Oui, appuyé de mon collègue Francesco Muelli, si on pouvait terminer les noms sur la liste au tableau. Monsieur le leader de l'administration. Madame la Présidente, il y aura encore pour 15 minutes. Tant mieux si tous les noms s'insèrent dans 15 minutes. C'est une question de tempo.
Parfait. Alors, 15 minutes. La parole à M. de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a un peu plus qu'une semaine qu'on a appris que l'administration allait ouvrir la porte à des nouveaux services pour des véhicules non immatriculés en libre service sans ancrage. Des nouveaux services de vélo et de trottinettes qui vont concurrencer directement les vélos en libre service de Bixi, Montréal. Madame la Présidente, la Ville a investi beaucoup dans Bixi, une entreprise que nous avons remis sur pied en 2014. Une entreprise avec qui on vient de signer une entente de 10 ans qui prévoit une contribution annuelle en moyenne de 4 millions par année. Je me questionne si on est en train de prendre cet argent et de le jeter par la fenêtre. Parce que d'un côté, elle soutient financièrement Bixi et de l'autre, elle déroule le tapis rouge pour les concurrents de Bixi qui lui enlèveront les parts du marché dans les années à venir. Donc, j'aimerais bien savoir, Madame la Présidente, est-ce que la mairesse peut nous expliquer quelle est la logique d'investir dans Bixi tout en encourageant des concurrents qui s'installent sur le même territoire? Merci, M. de Souza. M. Caldwell. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre question. Monsieur de Souza, ça me permet de clarifier quelques trucs. Vous avez dit « on déroule le tapis rouge ». Je vous invite à lire le projet de règlement qui est soumis ici à cette instance. Au contraire, on vient baliser et encadrer ce déploiement de mobilité qui arrive dans toutes les métropoles du monde. Alors, plutôt que d'attendre et de dire « ah, ma foi », il y a ce genre de service qui vient faire une concurrence indue à Bixi. On vient l'encadrer, le baliser pour justement s'assurer que dans notre ville, il y a de la place pour Bixi, qu'il y ait une complémentarité de services. On investit dans Bixi parce qu'on croit en Bixi. Et ailleurs dans le monde, à travers le travail de balisage qu'on a fait, il est permis de constater que lorsqu'on a un service fiable, concurrentiel, à faible coût, dont service duquel on contrôle le déploiement sur l'ensemble du territoire, ça devient la colonne vertébrale du vélo en libre service. Bixi est là, est fort, est là pour rester et ça continuera d'être la colonne vertébrale de notre réseau de vélos en libre service. Et c'est, entre autres, en appui au service de Bixi qu'on propose cette réglementation qui vient encadrer les futurs déploiements plutôt que de les subir comme d'autres villes l'ont vécu. Merci, M. Caldwell. M. de Souza. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Caldwell, pour cet élément de réponse. Mais d'autre part, on constate qu'avec cette nouvelle orientation, non seulement Bixi va perdre des revenus à cause des nouveaux concurrents, mais la Ville devrait investir davantage pour étendre le service de Bixi aux 19 arrondissements dans les 10 prochaines années. Donc, alors que les nouveaux concurrents vont se limiter normalement aux quartiers centraux. Donc, Madame la Présidente, est-ce que les nouveaux services qui concurrencent Bixi auront la même obligation de couvrir sur tout le territoire de Montréal? Merci. M. Caldwell. Je ne sais pas qu'est-ce qui permet à M. de Souza de dire que Bixi va avoir des pertes de revenus. Au contraire, c'est un modèle attrayant. Et il se peut même que pour beaucoup de citoyens, justement, une complémentarité des services, que ce soit le transport en commun, que ce soit un réseau de taxi efficace, que ce soit Bixi, que ce soit les autres types de mobilité, les vélos en libre service, les véhicules en libre service, ça amène un changement, une évolution de la mobilité. Ce débat-là, on l'a eu sur les véhicules en libre service, les autos en libre service. On disait que ça va venir voler du service à un autre. Non, au contraire, on est une ville agile qui mise sur ce côté de mobilité-là. Et comme je vous dis, Bixi restera la colonne vertébrale du réseau de vélos en libre service. Ça sera un service offert sur l'ensemble du territoire parce que, justement, il y a avec des investissements en ville qui viennent le supporter. Quand vous parlez de ce type de service-là, ben, on parle d'un encadrement réglementaire qui vient le baliser et le contrôler. On est dans deux réalités complètement différentes. Merci, M. Caldwell. La parole à Mme Fumagalli. Madame la Présidente, ma question porte sur le développement ou bien le redéveloppement de la carrière Francon qui est dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. En décembre dernier, nous avons adopté en conseil d'arrondissement une motion qui est déposée ici aujourd'hui pour s'opposer au projet de centre de tri dans la carrière Francon.
Je la dépose ici car dans le PT de la Ville de Montréal, il est clairement indiqué que le site choisi pour le centre de tri est la carrière Francon. Nous comprenons, suite à certains échanges ici en Chambre, que d'autres sites sont aussi à l'étude. Or, depuis, non seulement nous n'avons pas eu d'écho sur ce projet, mais en plus, il est question d'implanter un clos de voirie dans l'entrée du site, ce qui viendrait bloquer l'accès au site pour tout autre projet. Je voudrais aujourd'hui demander qu'aucun projet soit développé dans la carrière Francon tant et aussi longtemps que la Direction du développement du territoire n'a réfléchi ou élaboré une vision commune pour le site, le tout en collaboration avec la communauté. J'attire votre attention sur le potentiel de 95 hectares pour désenclaver le quartier de Saint-Michel et revitaliser le secteur. Je comprends que le site accueille aujourd'hui le dépôt à neige. 40% de toute la neige de Montréal y est déposée, ce qui entraîne son lot de nuisances dans le quartier. Aussi, je propose de réfléchir sur le traitement des neiges usagées et notamment sur la valorisation de la neige. Nous devrions nous préparer à passer au 21e siècle en matière de gestion des neiges usagées. Compte tenu du potentiel du site et de la motion de notre arrondissement, pouvez-vous, en conséquence, Madame la mairesse, renoncer à implanter un centre de tri ou tout autre projet similaire sur le site de la carrière Francon? Merci, Madame Fumagalli. Monsieur Ouellet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme ça a souvent été mentionné ici en Chambre, premièrement au niveau du centre de tri, écoutez, on est en train de regarder l'ensemble des options pour le secteur Est. Il faut savoir qu'on est en construction pour la partie ouest. On espère que ça va être livré cette année, ça devrait être livré. Mais concernant le reste de votre question, je trouve ça complètement ahurissant que la mairesse d'un arrondissement soit contre offrir à nos propres employés, parce qu'on est dans le même arrondissement, je tiens à le rappeler, des situations acceptables pour nos employés col bleu. Nos employés col bleu, notre taux de voirie a un taux de vétusté de 167 %. Et oui, ça peut être au-dessus de 100 %. Il est extrêmement vétuste. On met de l'argent, puis en plus, c'est de l'argent ici de tout le monde, du conseil municipal, étant donné que c'est le SGPI, pour le maintenir artificiellement en vie. Nos employés de parc sont dans des roulottes préfabriquées. On a évalué ensemble, le SGPI est venu dans notre arrondissement, vous étiez là pour essayer de voir les alternatives. On a regardé l'ensemble des sites. Malheureusement, c'est le seul site qui est possible à court terme. Et vous savez pertinemment que si on ne va pas rapidement, on va encore passer notre tour alors qu'on a déjà passé notre tour. Donc, je m'excuse, je trouve ça irresponsable qu'une mairesse d'arrondissement veuille mettre aussi à mal son propre personnel en arrondissement. Merci, M. Ouellet. Madame Fumagalli. Merci. Évidemment, je ne peux pas laisser passer ce commentaire sous silence. Je ne suis pas du tout insensible, au contraire. Tout le monde est au courant, moi la première, que nos employés col bleu et tous ceux qui travaillent dans nos clos de voirie ont besoin de conditions dignes et saines de travail. Il va de soi. Cependant, il nous faut un plan de directeur. Nous avons 95 hectares à développer. Nous avons besoin d'un plan de développement et un plan directeur, et ceci doit être fait avec tous les services. C'est pour le plus grand bien de la Ville de Montréal et pas uniquement de notre arrondissement. Pour que tous les services, tant en arrondissement qu'à la Ville-Centre, on puisse utiliser ce secteur-là et les citoyens aussi. Les citoyens ont besoin d'être entendus. Merci. Merci, Mme Fumagalli. M. Ouellet. Oui, alors merci, Madame la Présidente. Écoutez, on comprend parfaitement les besoins des Montréalais dans Saint-Michel. Saint-Michel est un quartier très pauvre, qui est enclavé de par sa trame urbaine. M. Corville connaît aussi très bien la situation. On ne dit pas qu'il ne faut pas améliorer le quotidien des Michellois, loin de là. Ceci étant dit, vous dites, ça prend un plan directeur, etc. Vous êtes la mairesse d'arrondissement, quel est votre plan? Depuis le début, vous dites, non, vous êtes tout le temps en mode contre, mais vous apportez jamais de solutions, ou du moins de solutions qui sont un tantinet crédible, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. Merci, M. Ouellet. La parole à M. Corville. Merci, Madame la Présidente. En raison des travaux requis pour l'implantation du SRBP 9, 3 lignes d'autobus, dont l'Express 439, sont détournées vers la 24e avenue dans Saint-Michel. Ces nouveaux trajets passent devant 2 écoles primaires. Durant les heures d'accueil et de départ des élèves, on parle dans certains cas d'environ 20 autobus à l'heure. La Commission scolaire de Montréal estime que cette mesure menace la sécurité des 1100 élèves de l'école primaire Saint-Noël-Chabanel. Selon l'enseignante Julie Vallée,
les enfants fréquentant l'école n'ont pas l'autonomie suffisante pour leur assurer une sécurité optimale. On parle d'élèves qui proviennent de 44 pays différents et parlent 36 langues maternelles autres que le français. Est-ce que l'administration peut nous indiquer si mettre à risque de façon répétée la sécurité d'enfants de 4 à 7 ans correspond à sa conception de la vision zéro, notamment de leur engagement de sécuriser les abords des écoles? Merci, M. Corville. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais répondre à cette question parce que la préoccupation, elle est commune. Je ne suis absolument pas d'accord avec le point de chute de M. Corville, comme quoi est-ce que c'est acceptable ou non. M. Corville, c'est votre district. Vous savez certains défis au niveau de la mobilité et je tiens à vous assurer que pour nous, cette situation-là, elle n'est pas celle que nous souhaitons. Nous sommes à la recherche de solutions parce qu'évidemment, quand il y a des milieux de vie très denses, il faut être d'autant plus vigilant et faire très, très attention pour s'assurer que la sécurité des petits, des moyens et des plus grands encore est protégée. Alors, je ne peux pas vous donner les résultats, mais nous travaillons avec la STM, nous travaillons avec les équipes de la Ville également, pour savoir comment est-ce qu'on peut soit sécuriser ou même déplacer la ligne. Mais comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'options tout autour. Il y a très peu de rues et elles sont à différents sens uniques. Ceci étant dit, votre préoccupation, elle est légitime. Nous l'entendons, nous la partageons et nous souhaitons donner des résultats très rapidement sur comment améliorer la sécurité dans ce coin-là. Merci. Merci, Mme la mairesse. M. Corville. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse. Donc, j'ai passé la semaine dernière plusieurs après-midi aux abords de ces deux écoles. Sachez que la CSDM déplore le fait de ne pas avoir été consultée ni avertie du changement de trajectoire des autobus. En entrevue à Radio-Canada, Amélie Régis, porte-parole de la STM, confiait que son organisation n'avait pas communiqué ou rencontré la commission scolaire ou l'école avant de procéder au changement de route. La STM se défend en disant que c'est le trajet le plus optimal pour les usagers de l'autobus. Bref, que le confort des usagers des lignes 41, 139 et 439 était privilégié au détriment de la sécurité des enfants. Pourquoi la STM n'applique-t-elle pas les engagements de Vision Zéro en privilégiant une route ne mettant pas en danger les écoliers? Et pourquoi la STM n'a-t-elle pas prévenu la commission scolaire et l'école des modifications du trajet? Merci, M. Corville. Madame la mairesse. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je dois dire que ces informations sont inexactes dans la mesure où nous avons, la STM a travaillé avec la CSDM, donc avec les écoles avoisinantes. Et ça depuis l'automne 2018. Alors, il est inexact de dire que les communications n'ont pas eu lieu. Et je tiens à réitérer, encore une fois, que cette préoccupation-là, elle est entière. Et les travaux du SRB P9, vous comprendrez, vous en conviendrez comme moi que c'est un projet qui est absolument nécessaire pour pouvoir déplacer à peu près 50 000 personnes par jour dans des coins qui sont toutes très enclavés. Mais, ceci étant dit, pas au détriment de la sécurité. Et là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Alors, il nous fera plaisir de vous donner les résultats de ce que nous souhaitons faire, des différents scénarios que nous souhaitons mettre en place, parce qu'encore une fois, la Vision Zéro, nous avons décidé que ce ne serait pas qu'un slogan, et ça veut dire des équipes dédiées, ça veut dire des montants, plusieurs millions de dollars qui sont mis dans les budgets pour s'assurer, et je parlerai bien sûr du 25 millions directement alloués pour les abords des écoles, parce que justement, Vision Zéro, c'est beaucoup plus qu'un slogan, c'est quelque chose de très préoccupant. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Ceci met presque fin à la période de questions. Il reste 1 minute, alors malheureusement, nous n'avons pas le temps pour une dernière question. Alors, on va conclure la période de questions des membres du Conseil. Et donc, cela nous amène à l'ordre du jour. Mais la question, c'est 1 minute et demie. Hein. Et là, ben, c'est ça. Il est 1h59. Monsieur le leader de la majorité, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Alors oui, nous allons entamer nos travaux avec le chapitre 3, comme toujours, et je vais proposer
l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal avec un ajout. Par contre, en 7-20, il y a le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Et ça ne demande pas unanimité puisque c'est prescrit par la loi. Je suis appuyé par M. Doré jusqu'à ce qu'il... Comme toujours, un classique. S'il quittait la salle, ça serait par Mme Popiano, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée. Alors, en 0302, je propose l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenu le 25 février dernier. Monsieur Rotran? J'aimerais faire référence à une phrase sur page 97 de le procès-verbal. Ce n'est pas une erreur de notre greffier. I've been here a long time. It's almost impossible to find an error in the procès-verbal. Mais j'ai des questions à poser. Il y a un long débat le dernier Conseil sur une motion de l'opposition officielle appuyant la mise à jour des études sur la santé respiratoire dans l'Est de Montréal et l'application des dispositions pénales relatives au non-respect des normes en vigueur. J'aimerais juste lire un paragraphe. Après avoir pris en délibéré l'amendement des conseillers parentaux et de leader de la majorité, le vice-président du Conseil juge, en vertu de l'article 84 des règlements sur la procédure de l'Assemblée, règles des régions internes du Conseil, qu'il est recevable. Cependant, le vice-président du Conseil souhaite une meilleure collaboration entre les formations politiques pour le futur. M'amène à 3 questions. C'est rare d'avoir une critique assez forte du leader de la majorité par une personne qui siège dans le siège. J'aimerais être rassuré que cette meilleure collaboration sur cette motion qui était rapportée est arrivée. C'est presque une commande de le président. J'ai dit au dernier conseil, et c'est dans le procès verbal, qu'une des tâches de leader de la majorité est de concerter avant le conseil avec les différents groupes en conseil qui n'appartiennent pas à son caucus. Deuxième question, avec tout le respect que j'ai pour M. Downey, et je l'ai déjà dit, ça devient une question de neutralité de la vice-présidente, Madame la Présidente. Quand il siège en caucus, il y a un long débat sur les motions de l'opposition, et puis quand il y a un amendement qu'on n'a jamais vu en conseil, 1000 mots qui changent complètement le sens des choses, et c'est accepté par le président, avec réserve, mais accepté. J'aimerais suggérer qu'il faut avoir une meilleure façon de faire les choses si le vice-président va continuer de siéger assez souvent dans la chaise comme votre remplacement. Madame la Présidente, effectivement, c'est ça. J'aimerais être assuré que les instructions de la Présidente étaient suivies. Je sais, dans mon cas, et j'ai 2 motions dans l'ordre du jour, je n'étais pas contacté encore par le leader de la majorité. Et au Conseil, la première règle est d'éviter toute surprise. Chaque côté doit savoir d'avance un peu ce que l'autre va faire. Ça arrive presque jamais maintenant. Merci. Merci, M. Rotran. M. Miele. Merci, Madame la Présidente. On se croirait à un conseil d'administration parce qu'on a un tableau de suivi de la rencontre précédente, mais je vous dirais simplement que vous verrez le fruit de la collaboration à l'item 6501 et je peux là-dessus saluer l'ouverture du collègue Parenteau. Merci, M. Miele. M. Downey. Merci, Madame la Présidente. En fait, juste pour rassurer mon collègue, M. Rotran, merci pour vos commentaires. The way that we function in Council is extremely important, and neutrality is extremely important. And I can assure all of my colleagues in the room that at the moment that I sit in the President's chair, I express complete neutrality. In the case of that, those amendments and that motion, there had been no discussions in caucus prior. I was not even aware of it myself. And that is why my intervention was what it was, asking that to avoid those things in the future, that both sides of the floor sit down together to avoid those situations in the future and not put the President or the Vice President in those situations. Thank you very much. Merci, M. Downey. Monsieur le leader de la majorité. Madame la Présidente, pour le premier item, je remercie gracieusement le conseiller Rotran de me dire comment faire mon travail. Et pour le second, je voudrais lui rappeler que revenir sur une décision de la présidence, là, il y a une seule manière de le faire, et ce n'est pas de la manière dont il vient de le faire, c'est d'être appuyé par 5 conseillers et de demander une vote sur la décision. Après ça, on est solidaire des décisions de la présidente dans ce conseil. Monsieur Rotran.
Madame la Présidente, j'aimerais indiquer que j'ai beaucoup de respect pour M. Downey. J'accepte ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'était jamais parti de discussion à son caucus sur ça. Bon, j'accepte ça. Évidemment, c'est quelque chose à éviter. Mais j'aimerais qu'il y ait une réflexion quand même. Dans le passé, le président a siégé dans les sièges de président 99% des temps au Conseil, le vice-président suppléant rarement. Vous avez une relation très collégiale avec M. Downey et beaucoup de confiance en lui. Et il y a des gens qui, ici au Conseil des collègues, qui disent qu'il connaît très bien son règlement et fait un très bon job quand il est dans la chaise. Je veux effectivement qu'il n'y ait personne qui peut mettre en doute cette neutralité. Donc, la façon la plus facile de le faire est de retirer du caucus, comme vous, Madame la Présidente, n'êtes pas un membre du caucus Ensemble Montréal, peut-être une réflexion que M. Downey va faire pour un avenir rapproché. Merci, M. Rotran. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le leader de la majorité, l'ordre du jour est adopté. Absolument, Madame la Présidente. Et au chapitre 4, et le procès-verbal également est adopté. Le procès-verbal est adopté. Exactement. Merci. Pardon. Et au chapitre 4, annonce et dépôt par le comité exécutif en 401, je dépose la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. C'est déposé. En 402, je dépose la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est déposé. En 403, je dépose la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. Monsieur Perry, à vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, à l'item 4.3, on peut voir à la page 48 de la liste qui nous a été envoyée. Page 48, donc, le service des ressources humaines, il y a 5 249 $ pour téléphonie cellulaire pour l'année 2019. Alors, ici, on connaît deux choses. On connaît le montant de 5 249 $ et l'année, mais on ne connaît pas le nombre d'appareils cellulaires. Page 17 du même document, Espace pour la vie, les frais sont de 27 000 $ pour cellulaire pour l'année 2018, mais ici non plus, le nombre d'appareils cellulaires est indiqué, on connaît le montant et on connaît pour quelle année. Ensuite, à la page 11, les bureaux de l'inspecteur général, on peut lire des frais pour services de téléphonie cellulaire de 21 000 $, des frais pour Internet fixe pour les 1550 MECAF, 9 200 $ et des frais de télédistribution de 14 000 $. Alors ici, nous sommes dans un service de la transparence, mais nous avons encore moins de détails que sur les dépenses que je vous ai mentionnées en haut. On ne connaît pas ni le nombre d'appareils cellulaires, ni les montants, ni si le montant est pour l'année passée, l'année précédente, ni c'est pour une partie de l'année. Et quant à l'Internet fixe, est-ce qu'il n'y avait pas d'Internet avant cette dépense ou est-ce que c'était une réparation? Ce sont des types d'informations qu'on voudrait avoir si on veut vraiment rendre ces documents 4.3 d'une façon utile, si on veut analyser des choses. Il y a des informations clés que je pense devraient être incluses pour donner sens à ces documents. Alors, merci. Merci, M. Perry. Monsieur le Président du Comité exécutif. Ça va me faire plaisir, Madame la Présidente, de donner des éclaircissements, mais comme ça revient chaque mois, comme c'est le cas depuis que je siège, quelle que soit l'administration, on pose des questions dans ces dépôts, je demanderais à mon collègue Perry ou n'importe quelle autre personne qui ferait pareil, de nous déposer peut-être. C'est plus simple, on note vraiment dans l'accéléré, puis c'est sûr qu'on ne donnera pas réponse là, on a besoin, mais ça aiderait beaucoup s'il pouvait déposer, peut-être pas son intervention, mais à tout le moins les points et l'objet. Et puis au cours du conseil, je vais m'assurer d'avoir les réponses. Si je n'ai pas réussi à les avoir à temps, comme on le fait d'habitude, on le donne a posteriori. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Alors, ces documents sont déposés. Monsieur... Oh. Oui, donc c'est ça. Donc, est-ce qu'il va déposer?
poser son... Parce qu'il acquiesçait, mais est-ce qu'il peut le transmettre? Merci. Monsieur le leader. Très bien. Au chapitre 5, Madame la Présidente, en 501, il s'agit de la résolution CA 1929-0033 du Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en appui à la demande de participation au mouvement croissant des villes intitulé Une heure pour la Terre. En 502, c'est la résolution CA 1814-0385 du Conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension sur le relative au centre neutré à la carrière Francon. Et en 503, c'est la résolution CA 1917-0070 du Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, en appui à la demande de participation au mouvement croissant des villes intitulé Une heure pour la Terre. Au chapitre 6, ce sont des dépôts de réponses aux questions écrites de membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déposer des réponses à des questions écrites? Personne ce mois-ci. Alors, nous arrivons au chapitre 7 des dépôts. Monsieur le leader, Monsieur Rotrand, vous avez Oui, j'aimerais juste avoir une rassurance de graphique que mes deux questions écrites étaient reçues. Une touche le progrès pour les boissons sucrées qu'on retire de nos facilités et est adressée à Mme Filiotto. C'est envoyé plus qu'un mois. L'autre est envoyé à Mme Goulet et se demande si la SPVM utilise la technologie Stingray pour attraper les signaux de téléphone cellulaire. J'aimerais savoir si ce n'était pas reçu et si oui, c'était reçu, c'est quand que j'aurai mes réponses. Mme Filiotto. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous avons effectivement reçu la requête de M. Rotrand et nous allons lui revenir avec la réponse dans les plus brefs délais. Merci. Merci, Mme Filiotto. Mme Goulet. Chose de notre côté, je viens de recevoir votre demande, M. Rotrand, puis on va y donner suite sans faute. Très bientôt, merci. Merci. Monsieur le leader. Pour le chapitre 7. Madame la Présidente, au chapitre 7, je vais proposer de réunir les items 701 à 705. Et en 701, c'est le dépôt du rapport de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'agglomération du 28 février dernier. En 702, c'est le dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'exercice financier 2018. En 703, c'est le bilan du rapport annuel 2018 du conseiller à l'éthique et à la déontologie des personnes élues du personnel de cabinet de la Ville de Montréal. En 704, c'est le dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet de réaménagement de l'avenue McGill College. Et en 705, c'est le dépôt du bilan sur le fonds de contribution à la stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre dernier. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Rotrand. My questions deal with 704, which is the tabling of the Office Consultation Publique de Montréal report on McGill College. In essence, the office rejected, put aside, did not accept, refused the vision that the city administration was putting forward to essentially close a large part of downtown to cars. Part of the policy that the administration has pushed in a number of other dossiers. For example, we see the effort to turn St. Catherine Street, for the bulk of it, into a one-lane street with almost no parking for the entire length. Mountain Road closed, and it's almost like a philosophy as if this administration doesn't believe that cars should exist at all. I can see some on the other side nodding their heads that they agree with that point of view. Look, my understanding was, Madam President, that in the election, Projet Montréal portrayed itself as a bigger tent. For every Luc Ferrandez they had, they also had a Christian Arsenault, for example, balancing out the hardcore echo wing of the party that is opposed to cars with those who are more reasonable pragmatists. Now, I say that, Mr. President, Madam President, because I'm going to ask the question, is it the intention of this administration to respect the recommendations of the Office de Consultation Publique in the dossier of McGill College? Vous devez comprendre, Madame Présidente, j'ai été surpris après une consultation d'envergure avec toute la société civile que l'administration a tenu une haute 3 journées de discussion avec les invités qui se penchent vers une vision beaucoup plus proche de celle de la côté du parti de M. Ferrandez et pas celle de M. Arsenault.
Donc, effectivement, Madame la Présidente, j'aimerais savoir s'il y a un engagement aujourd'hui de cette administration de laisser tomber la vision qu'il a véhiculée avant la consultation à la OCPM. So what's it going to be? Is it going to be entirely closed the entire length with a nice little stream flowing down from the mountain? Madam President, we are a winter city. Believe it or not as many people want to bicycle in winter as in summer. Even those who are hardcore cyclists, believe it or not. You may not know this, Madam President, we're the 7th snowiest city in the world. The other 6 are all in Japan. We are, however, among major cities, one of the coldest. And guess what? Sometimes people want to drive. Okay? However, they can't drive if the whole of the downtown is going to be structured so they can't get there. Madame la Présidente, je crains que la vision de développement de l'avenir de cette administration et le centre-ville va en disant être pour les gens qui habitent sur la rive sud qui va arriver avec les REM. Parce que les Montréalaises n'auraient pas accès facile à le centre-ville, mais celles qui viennent de la rive sud qui va bénéficier de toutes sortes de politiques de cette administration, va voir probablement un accroissement relativement majeur de sa population dans les années qui viennent. Now think about it. So I'm going to repeat my question. Est-ce qu'il y a quelqu'un au comité exécutif qui va prendre engagement aujourd'hui que le rapport de la OCPM va être respecté, incluant leur demande que McGill College reste ouverte à la circulation? Merci. Merci, M. Rotran. La parole à M. le chef de l'opposition. Je vais laisser le soin à l'administration de répondre à la question de M. Rotran, évidemment. Moi, je parle sur les 7.03 concernant le rapport annuel de conseil à l'éthique. Je pense que le rapport part pour lui-même. Je pense qu'on peut constater collectivement qu'il y a eu une grande évolution sur les préoccupations d'éthique et du code déontologique des élus au cours des dernières années. Je pense que c'est une excellente chose collectivement. Ça démontre une encore plus grande sensibilité sur les enjeux de culture, d'éthique. Je pense que les avancées, évidemment, afin de permettre à nos équipes de cabinet de pouvoir consulter, oui, on les a obligés, mais également de consulter est une excellente chose. J'aimerais, pour finaliser, féliciter notre conseiller à l'éthique, Maître Marc Lalande. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance avec qui j'ai eu la chance de discuter sur différents enjeux, pas seulement sur des gens nécessairement de code éthique, mais vraiment sur des enjeux juridiques, sur des questions d'interprétation. Sa rigueur, sa connaissance approfondie, sa disponibilité sont incroyables. J'ai laissé un message à son bureau. Il m'a appelé dans les minutes qui suivent. Il était en vacances. Je lui ai dit que ce n'était pas urgent, mais néanmoins, il a tenu à pouvoir répondre à mon questionnement sur une interprétation. Donc vraiment, j'aimerais saluer Maître Lalande pour tout son travail. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le dossier 7.05, le bilan qui est présenté du Fonds d'inclusion, alors on constate dans le tableau que le Fonds disposait d'un peu plus d'11 millions en début d'année 2018 et avec 19 contributions en 2018 provenant de projets de 7 arrondissements. Il y a eu un total de 6,4 millions qui ont été rajoutés au fonds. Donc, on se retrouve en fin d'année avec un fonds qui est à 18,2 millions. Maintenant, en contrepartie, on remarque qu'il n'y a qu'une somme de 577 000 plutôt, qui a été dépensée pour l'acquisition d'un terrain dans le sud-ouest. Donc, on aimerait comprendre, Madame la Présidente, qu'est-ce qui fait que le fonds n'a pas été mis à contribution davantage à ce stade-ci. On sait qu'il y a 2 projets, dont un dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui est en voie
de pouvoir permettre une utilisation du fonds, mais il y a quand même beaucoup de projets qui sont en élaboration qui pourraient requérir l'utilisation du fonds. Et avec un 18 millions, on a seulement un 577 000 $ qui est utilisé. Et d'un autre côté, on a aussi des bonnes nouvelles avec Accès Logis, entre autres un dossier aujourd'hui pour la somme de 72 millions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation du fonds? On aimerait des réponses, Madame la Présidente. Merci, Mme Boisvert-Roy. La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. J'interviendrai sur le 704, soit le rapport de l'OCPM pour l'avenue McGill College et le projet en cours. Si nous saluons évidemment toutes les interventions qui ont été faites par la société civile, des membres experts et les différents mémoires qui ont été reçus, que ce soit les 32 mémoires, 458 questionnaires qui ont été répondus, 19 interventions orales, plus de 200 interceptions également sur site. Une chose ressort néanmoins, c'est que l'OCPM a fait remarquer comme quoi le projet est allé devant, en consultation, je dirais peut-être de façon un peu trop prématurée, avec des éléments dont le porteur du dossier, dont la ville qui était son promoteur, manquait un peu encore dans le détail, ne serait-ce que dans les études, et plusieurs réponses ne pouvaient être, plusieurs analyses ne pouvaient être encore faites de la part des commissaires. Donc, on ressent clairement qu'il y a un grand intérêt et que le travail a été fait de façon sérieuse, mais on peut lire dans le sommaire, entre autres, que, et là, sans vouloir revenir exactement au verbatim du sommaire, mais on faisait justement remarquer qu'on avait un manque d'expertise, un manque d'études qui avaient été faites avant de promouvoir le dit projet. Certains points majeurs qui demeurent, c'est qu'on tient à ce que cette avenue maintienne et intègre tous les moyens de transport de déplacement, ne serait-ce que pour continuer à donner accès aux vastes lieux publics, mais aussi stationnements qui donnent sur l'avenue McGill College. Et en ce sens, comme le faisait valoir le conseiller Rotran, on est loin de l'idée initiale qui avait été lancée par l'administration, à savoir d'éliminer et de rendre le tout interdit à l'automobile si cette idée était pour être préconisée par l'administration. On tient surtout à ce que le projet tienne compte des diverses recommandations qui ont été formulées, les 10 recommandations qui ont été formulées par l'OCPM, et surtout de suivre la volonté commune des citoyens, oui, de dynamiser, oui, de maintenir cet axe privilégié qu'est l'avenue McGill College, partant de Cathcart jusqu'à la montagne, jusqu'à Sherbrooke, cette vue prenante, unique presque à Montréal, et donc les gens vont continuer à s'en approprier, et on souhaite très certainement que l'administration pourra porter à terme un projet de façon concertée et surtout de tenir aux recommandations de l'OCPM. Merci. Merci, M. Miele. La parole à M. Ferrandez. Marvin, you made me so sad. You divided our party in two groups, and you name informal leaders of each group. I don't think it was your role to do that. How sad it is. So Christian and me are now enemy forever.
My God. Anyway, so on a more serious note, Monsieur Miele, oui, c'est vrai que l'OCPM a été mandaté pour réfléchir aux enjeux et à la vision, donc en amont du dépôt d'un projet. Alors évidemment, puisqu'il n'y a pas de projet déposé, il y a beaucoup d'inconnus. Mais c'était précisément le rôle de l'OCPM, c'était de réfléchir à quelle serait la vision, quels seraient les enjeux. On va regarder le rapport avec attention, on l'a déjà regardé avec attention, on va continuer de le faire. Il est évident qu'on va devoir laisser un accès pour les voitures, M. Martin, M. Rotran. Si vous voulez aller vous stationner au centre Eaton, à moins d'une catapulte, là, ça va prendre une route. Donc, on n'est pas contre l'idée qu'il y ait un accès véhiculaire. Même, ça me semble obligatoire. Il faut aussi réfléchir aux accès aux bâtiments. Ceci étant dit, on ne dépensera pas des millions de dollars pour refaire une rue à l'identique. Hein? Il va falloir que cette rue-là soit unique au monde. Et c'est la raison pour laquelle on consulte aussi des gens aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qui fait que quand on va être à cet endroit-là, on va se dire, je suis dans une place publique qui est unique à Montréal et qui est unique au monde. Elle a les caractéristiques pour l'être, vous le reconnaissez, je pense, en parlant de cette vue sur le Mont-Royal, mais il y a aussi l'Université McGill qui est adossée à la forêt et qui est face à un des centres-villes les plus dynamiques de l'Amérique du Nord et du monde. Donc, c'est exceptionnel. C'est formidable. À l'autre extrémité, il y a la place Ville-Marie aussi, qui donne accès au réseau souterrain, qui donne accès à la gare centrale en arrière, qui est un héritage des années 60 extraordinaire. Alors, on a donc un bout de rue qui est entre deux cul-de-sac. Hein. C'est rare à Montréal une rue qui soit tellement au centre de la ville, puis qui pourtant est un cul-de-sac aux deux extrémités. Et qui a une histoire formidable. D'abord, c'est sans doute à l'extrémité des rues Peel et Sherbrooke, ou McGill et Sherbrooke, que se situait l'implantation autochtone de la rencontre entre Jacques Cartier et les nations iroquoises qui étaient là, iroquoiennes. Dans sa première visite, il y a seulement une image qui est ressortie de ça, une quinzaine d'habitations qui rassemblaient environ 100 personnes par habitation. Donc, on sait qu'il y avait environ 1500 personnes. Il fallait qu'il y ait des champs de maïs pour alimenter ces gens-là. Une des hypothèses fortes, c'est que c'était à cet endroit-là. Et à cet endroit-là est né un centre-ville. Alors, adossé à la forêt, face à la modernité, ancré dans le passé. Et puis, un autre passé beaucoup plus récent, celui de 1980, où Cadillac Fairview voulait construire donc un centre d'achat et bloquer la rue McGill, bloquer l'accès à la vue pour construire la place de la salle des spectacles de l'OSM. Et il y a eu une mobilisation populaire pour empêcher cela, avec des gens qui sont encore vivants, comme Dinou Barou, comme Cameron Charles-Lebois, comme Phyllis Lambert. Et donc, la société civile a construit cette place-là, cette avenue-là, en démolissant un bâtiment, en regagnant les terrains qui étaient presque abandonnés, en construisant des adresses de prestige. Et donc, il y a eu un premier mouvement de la société civile pour avoir cette place forte au sein de Montréal. Et on pense que le temps est venu d'aller encore plus loin, de faire un pas de plus, mais ça sera fait en considération de tous les éléments dont je viens de parler, de tous les enjeux dont je viens de parler, et notamment des enjeux opérationnels, qui est l'accès à la voiture, notamment au stationnement de la place Ville-Marie et le stationnement du centre Eaton. Merci, M. Fernandez. La parole à Mme Papayannou. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Boivin-Roy, pour votre question. Elle est fort pertinente. Et comme vous le savez, ce fonds d'inclusion est un héritage de la stratégie d'inclusion de logement social et abordable, mais qui date de 2005. Ce fonds peut servir à l'achat de terrain ou assurer la viabilité financière d'un projet de développement de logement social. Et sont les arrondissements qui gèrent ce fonds. Alors, avec le nouveau règlement qu'on est en train de travailler très très fort et qu'on espère soumettre dans les prochains mois, vous le soumettre, c'est sûr et certain que nous aurons une nouvelle approche qui permettra d'utiliser plus rapidement et plus efficacement ce fonds. Alors, par ailleurs, vous avez remarqué dans les sommaires décisionnels qu'on vous a présentés les 2-3 derniers mois, ce fonds est de plus en plus utilisé. Et bonne nouvelle, il y en a deux d'ailleurs, un qu'on va passer aujourd'hui au point 20
point 42, il s'agit de 303 000 $ qui provient du fonds d'inclusion de l'arrondissement Mercier-Hochelaga à Maisonneuve, qui va permettre d'assurer le financement nécessaire à un très beau projet. Donc, il s'agit de la Fondation des aveugles. Et un autre projet qui va être soumis au conseil d'agglomération de jeudi. Donc, de beaux projets qui vont être financés par ce fonds d'inclusion sont que des bonnes nouvelles et on en est très fiers. Merci. Merci, Mme Papianou. Alors, ces documents sont déposés. Monsieur le leader de la majorité. Madame la Présidente, nous allons poursuivre en regroupant les items 7.6 à 7.10. Et en 7.6, c'est le dépôt du bilan annuel 2018 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution. En 7.7, c'est le dépôt du bilan annuel consolidé 2018 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueducs et d'égouts. En 7.8, c'est le bilan annuel 2018 de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève quant au règlement sur l'utilisation des pesticides. En 7.09, c'est le Jardin botanique qui fait l'état du règlement sur l'utilisation des pesticides. Et en 7.10, c'est le Sud-Ouest. Merci beaucoup. Madame Latanzio, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'interviens sur le point 7.07. Alors, depuis 2004, la Ville de Montréal a établi une taxe spéciale destinée spécifiquement à l'amélioration du service de l'eau. Donc, c'est le Fonds de l'eau. Le Fonds de l'eau, par son budget dédié à l'agglomération, rembourse aux villiers les coûts d'entretien et de réparation des infrastructures déléguées au réseau principal d'aqueducs et d'égouts. Le réseau d'aqueducs, c'est plus de 4 300 km de réseau d'aqueducs principal et secondaire et de 4 944 km de réseau d'égouts principal et secondaire. Le dépôt de ce bilan annuel est l'occasion pour moi de revenir sur le budget 2019 et plus précisément sur la taxe de l'eau. Nous apprenions au moment du dépôt du budget que la taxe de l'eau allait être augmentée de 1 %. Mais ce n'est pas chose nouvelle puisqu'en 2018, l'administration avait déjà augmenté la taxe à 1,1 %, première augmentation depuis 2012. Ensemble Montréal s'était levé à l'époque pour dénoncer une décision injustifiée de la part de Projet Montréal. En effet, la lecture du PTI 2018-2020, on se rendait compte que non seulement le niveau des investissements dans la question de l'eau diminuait en 2018 par rapport à ce qui avait été prévu l'an précédent, mais aussi que les objectifs de la réhabilitation des conduites d'eau pour les 3 prochaines années, 134 km d'égouts ou d'aqueducs par année, étaient les mêmes qu'en 2017. Pour 2019, même constat. Le montant total des investissements en gestion de l'eau pour 2018-2020 était de 1,682 milliards. Il n'est que de 1,582 milliards pour la période 2019-2021, soit 100 millions de moins. Pas plus tard que vendredi dernier, dans un article de TVA Nouvelles, nous pouvions lire que la Ville de Montréal, et je cite, « La Ville de Montréal estime le déficit d'investissement dans les infrastructures d'eau à 3,5 milliards. » Triste ironie. Pourquoi augmenter une taxe dédiée à la gestion de l'eau quand on prévoit y réaliser moins d'investissements? Bref, c'est une hausse de taxes pour les contribuables montréalais qui reste injustifiée encore à ce jour et qui le restera. Le 22 mars dernier, nous apprenions que Madame la mairesse réfléchissait à la mise en place des mesures écofiscales. Ensemble Montréal avait d'ailleurs encouragé l'administration à multiples reprises de réfléchir sérieusement à cette question de l'écofiscalité. Madame la mairesse pense à instaurer une tarification sur l'eau, des nouvelles taxes sur l'usage récréatif de l'eau notamment. Mais l'écofiscalité ne devrait pas seulement se traduire par des nouvelles taxes, Madame la mairesse. D'ailleurs, nous savons très bien que l'une des raisons du niveau de consommation de l'eau par personne à Montréal s'explique en partie par les fuites dans les réseaux d'aqueducs. Et l'administration a décidé de réduire les investissements de 100 millions de dollars. C'est à ne rien comprendre, Madame la Présidente. Bref, les contribuables montréalais ont déjà eu à subir une hausse de leur compte de taxes cette année et nous encourageons l'administration à réfléchir à d'autres solutions
en s'inspirant des meilleures pratiques qui se retrouvent à travers le monde. Merci. Merci, Mme Lattanzio. La parole à M. Ouellet. Merci, Mme la Présidente. Écoutez, Mme Lattanzio, je pense qu'on va aller prendre un café ensemble parce que vraiment, je ne comprends pas comment vous arrivez à vos chiffres. Écoutez, quand on est arrivé au pouvoir, on savait qu'il y avait 3,5 milliards de déficit d'actifs accumulés dans l'eau. Puis je ne dis pas que c'est tout de votre faute. Écoutez, quand on a créé, au début des années 2000, on investissait seulement 20 millions de dollars par année, ce qui était complètement ridicule, alors que présentement, on investit un demi-milliard et il faudrait encore augmenter ça. Dans le dernier mandat, vous avez eu le beau jeu. Il y avait le fonds de l'eau qui était accumulé par la taxe de l'eau. Vous aviez tellement échoué dans investir dans le rattrapage du déficit d'actifs que le fonds de l'eau avait graduellement augmenté. Mais nous, on a décidé justement d'accélérer les investissements dans l'eau. Et là, bien évidemment, en accélérant les investissements dans l'eau, bien, la taxe sur l'eau, le fonds de l'eau a évidemment fondu comme neige au soleil. Et si on n'avait pas fait, lors du premier budget et lors du deuxième budget, une augmentation au niveau de la taxe d'eau, bien écoutez, on n'aurait juste pas pu suivre le niveau d'investissement. Après ça, vous mélangez différentes choses au niveau, par exemple, du PTI. Il faut savoir qu'au niveau du rattrapage, au niveau des conduites, on est en augmentation. On est en augmentation autant au niveau du prix, au niveau des montants investis, mais aussi autant au niveau du kilomètre fait. On atteint des records de tuyaux qui sont refaits cette année, puis on vise encore des nouveaux records. Pourquoi sur l'enveloppe globale de PTI, ça a diminué? C'est parce qu'il y avait certains gros projets qui venaient à terme, notamment le réservoir Rosemont, là, on finit présentement. Je veux dire, ces gros projets-là qui viennent complètement débalancer le PTI de l'eau, vu leur importance et vu qu'ils sont très disparates dans le temps. Mais si vous regardez au niveau des lignes des programmes, donc vraiment pour le maintien de nos actifs, au contraire, on investit davantage et on a pris une décision tout à fait responsable de faire ça. Au niveau de, vous dites, ben écoutez, là, c'est une autre taxe, puis ça ne marche pas pour les Montréalais. J'espère que vous allez être de notre côté cette année pour le pacte fiscal, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de l'eau, il y a encore 2 ans, par exemple, dans l'ancien mandat, le taux moyen, le pourcentage de subvention des gouvernements supérieurs sur l'investissement en l'eau représentait à peu près 60 %. On est rendu seulement à 26 %. Tout le reste, là, c'est les Montréalais qui doivent se le payer en propre. Donc, j'espère que vous allez être avec nous pour les représentations auprès du pacte fiscal, parce que si on veut maintenir les actifs dans l'eau, réduire le déficit d'actifs, ça va prendre plus d'argent. Et nous aussi, on trouve que ce n'est pas juste uniquement aux Montréalais de rattraper ça. L'autre chose, au niveau de l'écofiscalité, oui, l'écofiscalité, ça peut être une solution intéressante, mais il faut quand même bien évaluer les choses. Écoutez, on n'a même pas fini d'installer les compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions. Il faut savoir aussi que la structure de l'eau fait en sorte que 90 % de nos coûts sont fixes. De toute façon, peu importe le volume consommé, peu importe le taux de fuite, nos coûts sont fixes dans l'eau parce que ce qui coûte le plus cher, c'est le branchement. Le branchement d'aqueduc, le branchement d'égout. Donc, oui, il y a différentes mesures. On est la première administration à faire une consultation pré-budgétaire. Donc, oui, on met sur la table différentes options qui sont faites dans différentes municipalités, différentes juridictions. Mais écoutez, on va voir ce qui arrive avec ça. Mais dans tous les cas, si on veut être responsable et éviter de pelleter en avant des problèmes, bien, il va falloir continuer à investir dans l'eau et à accroître nos investissements dans l'eau. Et si on veut pas que ce soit uniquement les Montréalais qui payent ces investissements supplémentaires, bien, j'espère qu'on va parler d'une seule voix ici dans son conseil lors du renouvellement du pacte fiscal pour essayer d'avoir la juste part qui revient à Montréal. Merci. Merci, M. Ouellet. Alors, ces documents sont déposés. M. le leader. Madame la Présidente, nous allons poursuivre en jumelant les items 7.11 à 7.15 et en 7.11, c'est le bilan annuel 2018 d'Antique-Cartierville sur les pesticides. En 7.12, c'est Montréal-Nord. En 7.13, c'est Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. En 7.14, c'est Saint-Léonard. Et en 7.15, c'est Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci, M. le leader. Ces documents sont déposés. Cela m'amène à regrouper les items 7.16 à 7.20. Et 7.16, c'est le dépôt de l'avis et des recommandations du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Montréal, cité interculturelle, stratégie intégrée en 6 étapes et conditions de réussite pour une politique interculturelle ».
En site 17, c'est le dépôt du rapport annuel d'activité du Comité de vérification élargie de la Ville de Montréal. En site 18, c'est le dépôt du bilan d'activité 2017-2018 de Montréal Art interculturel. En 7-19, c'est le dépôt du rapport d'activité 2017-2018 de l'organisme Le Carrousel. Et en 7-20, c'est le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Corville. Merci, Madame la Présidente. 7-16. Le dépôt de la vie Montréal, cité interculturelle, stratégie intégrée en 6 étapes et conditions de réussite pour une politique interculturelle du Conseil interculturel de Montréal est pour moi l'occasion de féliciter leur excellent travail. Oui, je m'excuse, M. Corville. On va reprendre ce point plus tard parce que les membres du Conseil interculturel vont être Oui, des Madame nôtres. la Présidente, c'est très On l'a appelé rare trop que tôt. je fais ce Je genre m'excuse. d'oubli-là. Mais effectivement, ce point-là, je devrais l'appeler à 20h30 quand ils seront présents. Alors, Vous aurez l'occasion de les féliciter en personne aussi dans votre discours. Désolé pour ça. Oui, alors, effectivement, je suspends le point jusqu'à 20h30. Merci, M. Miele, pour ce rappel. Monsieur de Souza, c'est sur quel point? Sur point 7.17, s'il vous plaît. Madame la Présidente, ici, vous avez le dépôt de le comité de vérification sur lequel moi et d'autres collègues du Conseil siègent. Puis, juste veux souligner le travail qui a été fait par le comité et puis par la présidente, Mme Bergeron, dans la dernière année. Je sais qu'on a traité beaucoup de dossiers, 8 réunions, des sessions de formation et autres. Et puis, je sens faisant un résumé du rapport, mais juste je souligne que la charge du travail pour l'année 2019 va être encore plus. Je vois dans les perspectives et les priorités pour cette comité, c'est l'analyse du budget 2020, la recommandation du dépôt du budget, l'analyse des états financiers, recommandation du dépôt du rapport des états financiers, l'approbation du plan d'audit, le suivi des indicateurs et atteindre des cibles qui sont là, le suivi des recommandations du Bureau de vérificateur général et les auditeurs externes, les divers suivis qui sont nécessaires par le BCG, la poursuite des plans de gestion de risques, la finalisation du charte qui gère ce comité de vérification, la mise en place des outils d'auto-évaluation du comité, les mandats spéciaux qui pourraient être octroyés, les formations, dont il y a déjà eu 2 formations, un sur le budget préélectoral ou les rapports préélectoraux et des régimes de retraite. La présidente de ce comité avait demandé dans le rapport un appui pour qu'au moins appui en termes de budget financier. Et je pense que si effectivement on veut réaliser tout ça, je regarde à mes collègues de l'autre côté, je pense que vous êtes témoins, Mme Lavigne-Lalonde, M. Blais-Lassard, M. Rouleau, Mme Smith, on siège là-bas. C'est considérable, le travail c'est considérable. Donc l'objectif devrait être, peut-être une réflexion doit être donnée, tenant compte que la charte va changer et il y aura possiblement d'autres engagements de comment on peut supporter financièrement ou autre le fonctionnement de ce comité qui a une charge de travail considérable. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. de Souza. Monsieur le Président du Comité exécutif. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne sais pas, est-ce que je suis étonné ou je ne sais trop, ou c'est peut-être une formulation maladroite, là, je ne sais pas trop, mais j'ai entendu mon collègue mentionner comme quoi que la présidente du comité de vérif avait besoin d'un appui ou je ne sais trop, là, comment il l'a formulé, mais quoi qu'il en soit, j'ai rencontré à plus d'une reprise la présidente du comité de vérification. Elle a fait des représentations, à ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde, qui siège au comité exécutif et qui est donc, comme on voit, très assidue aux réunions du comité de vérif. Alors, n'eût été d'une maternité, elle les aurait toutes faites. Hein, c'est bel et bien écrit, d'ailleurs, dans le rapport. Alors, ce que j'ai mentionné, c'était mon ouverture à ce qu'il puisse y avoir des dépenses, effectivement, d'engagés. Ceci dit, est-ce qu'on devrait planifier un montant
pour le comité, donc un budget vraiment de fonctionnement qu'on devrait établir, elle et moi, et par la suite, voir est-ce qu'elle rentre dans son budget et retourne dans les surplus, le différentiel. On le sait tous que plus on a de demandes et plus on va dire oui à chacune, plus à un moment donné, il faut le balancer le budget. Alors, je pense qu'avec les sommes dont elle voudrait avoir recours, auxquelles elle aimerait avoir recours, c'est quand même assez minime, mais je privilégie le fait de demander à la direction générale. Et à ce moment-là, on pourra trouver la disponibilité budgétaire, soit dans les contingences ou autrement. Là, on parle de quelques milliers de dollars, voire de quelques dizaines, ça va dépendre. Alors, moi, ce que je privilégie, c'est vraiment qu'elle puisse faire un plan de match, comme elle le fait là, demande combien ça pourrait donner, et puis qu'on s'entende sur un montant. Mais de là à doter ce comité d'un budget, comme toute autre unité administrative, je n'en suis pas. Je fais remarquer également aux membres du Conseil que ce rapport, en fait, même s'il est intitulé pour l'année financière 2018, bon nombre d'interventions ou de facettes du rapport concernent quand même des activités qui ont été faites ces derniers mois. Alors, donc, c'est un rapport, disons, de peu près un bon 14 mois plutôt que de 12. Ceci dit, on voit que la vérification, c'est important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la présidente. C'est pourquoi aussi on a demandé, quand on regarde les différents risques, la vérification, s'assurer que tout est correct dans les états financiers, dans les contrôles, dans la reddition de comptes. C'est vraiment quelque chose qu'on a demandé à la direction générale, la mairesse et moi, lorsque nous avons établi les objectifs à la direction générale. Et d'ailleurs, on le voit, c'est salué dans le rapport. On voit qu'avec la nouvelle direction générale et les objectifs qui ont été demandés par cette présente administration, on en fait une priorité et ça, l'ensemble des membres du Conseil devraient être plus que rassurés, devraient être justement très au fait de tout ça. Alors, ça conclut, donc je pense que le conseiller, en fait le maire de Saint-Laurent et le conseiller de la ville a maintenant notre position. La présidente là, alors les deux ne sont pas antinomiques, loin de là. On y va, mais pas nécessairement sur les mêmes moyens. Mais on sera sur la fin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, ces documents sont déposés.